Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre diffraction et interférence. Nous allons traiter le phénomène d'interférence. Alors les interférences se produisent lorsque deux ondes sinusoïdales de même fréquence issues de deux sources vont se croiser en un même point M. Il y a alors trois situations possibles. Premièrement, soit les deux signaux qui arrivent au point M sont en phase, c'est-à-dire qu'ils arrivent au point M dans un même état vibratoire. Lorsque l'une des ondes est à un sommet, l'autre également. Et lorsqu'on est dans un creux, l'autre également sera dans un creux. Dans ce cas-là, il y aura des interférences constructives car l'amplitude du signal obtenu sera alors plus importante. Ce sera la somme des deux amplitudes ici qui sont toutes les deux positives. Deuxième possibilité, les deux signaux peuvent arriver en opposition de phase. Dans ce cas-là, on obtiendra un signal plus faible ou nul si les amplitudes des deux signaux sont égales. On parlera alors d'interférence destructive. Enfin, la troisième possibilité, il s'agit de toutes les situations intermédiaires entre des signaux en phase ou des signaux en opposition de phase. On parlera alors d'un déphasage quelconque. Comment savoir si les signaux des deux sources arrivent en phase, en opposition de phase ou simplement en déphasage? Eh bien, il faut déterminer ce qu'on appelle la différence de marche. La différence de marche, on va comprendre très simplement ce qu'elle signifie. Eh bien, si vous avez les deux sources S1 et S2 qui émettent en phase, c'est-à-dire que lorsque l'une est à un sommet, l'autre également, eh bien, lorsqu'elles vont arriver au point M, elles auront parcouru des distances différentes. Et donc, l'état dans lequel elles vont arriver chacune au point M va dépendre de la distance parcourue par chacune. La différence de marche, que l'on va noter avec un petit delta, c'est simplement la différence de distance parcourue par les ondes. Et donc, on va la calculer par delta M égale D2 moins D1. Et donc, on aura la situation d'ondes en phase et donc des interférences constructives si la différence de marche est un multiple de la longueur d'onde. Pourquoi? Imaginons que ici k est égal à 1. Ça veut dire dans ce cas-là que la différence de marche delta est égale simplement à lambda la longueur d'onde. On remonte à la définition. Delta, c'est D2 moins D1. Donc ça signifie, si D2 moins D1 est égal à lambda, ça signifie que la distance D2 est égale à la distance D1 plus lambda, plus une longueur d'onde. Et donc, cette situation ici, on peut la schématiser de cette manière-là, avec la source S1 qui émet jusqu'au point M et la source S2 également qui va émettre jusqu'au point M. Bien sûr, c'est le même point M ici, mais on a séparé les deux pour bien distinguer ce qui se passe. Si la source S2 est éloignée d'un lambda supplémentaire par rapport à S1, dans ce cas-là, lorsque l'onde S2 va émettre en phase avec l'onde S1, c'est-à-dire dans le même état vibratoire, eh bien, si on se déplace d'une longueur d'onde, on sera dans le même état vibratoire que la source S1 à nouveau. Donc, à chaque fois que la différence de marche est un multiple de la longueur d'onde, eh bien, les sources S1 et S2 vont arriver en phase au point M. Dans quelles conditions est-ce qu'on aura des sources et des ondes qui seront en opposition de phase en arrivant au point M? Eh bien, il suffit d'imaginer qu'on décale la source S2 maintenant d'une demi-longueur d'onde. Et dans ce cas-là, la distance supplémentaire parcourue par l'onde qui part de S2 fait que lorsqu'elle arrivera au point M, elle sera exactement en opposition de phase avec l'onde arrivant de la source S1. Donc la condition, en termes mathématiques, c'est simplement delta égale K, nombre entier, plus 1 demi fois la longueur d'onde. On peut faire exactement le même raisonnement. Donc là, on a raisonné dans l'espace, donc avec la longueur d'onde par rapport à la longueur d'onde des ondes émises. On peut raisonner de la même manière sur la période temporelle grand T. Ici, les ondes qui partent de S1 et S2 eh bien, mettent une certaine durée à arriver au point M. Donc ce qu'on va regarder, c'est la différence de durée pour arriver au point M, qu'on va appeler la différence de retard, qu'on va noter delta tau. Et donc, la durée mise par l'onde provenant de S2 sera notée tau2, c'est le retard de l'onde émise depuis S2, moins tau1 pour le retard de l'onde émise depuis S1. Et on regarde si c'est un multiple entier de la période temporelle. Dans ce cas-là, on aura des ondes en phase et on sera en opposition de phase si ici on a k plus 1 demi fois la période temporelle.
Alors les interférences lumineuses, là, le cas dont on a parlé précédemment est valable bien sûr pour n'importe quel type d'onde. Ça peut être des ondes lumineuses, mais aussi des ondes sonores, des ondes sismiques. Maintenant, si on parle des interférences lumineuses, pour obtenir des interférences lumineuses, c'est un petit peu plus compliqué, car il est difficile d'avoir des sources qui émettent en phase l'une et l'autre. Pour quelle raison? Une source classique de lumière, comme une lampe à filament ici, déjà elle va émettre une lumière polychromatique, donc on aura non pas une onde d'une seule fréquence, mais plusieurs radiations et donc un ensemble de fréquences différentes. Ensuite, les sources classiques, elles sont incohérentes spatialement. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, étant donné qu'elles sont étendues dans l'espace, deux points différents de la source ne vont pas forcément émettre en phase. Donc, il y aura des déphasages aléatoires entre les différents points de la source qui vont se créer. Enfin, il y a également une incohérence temporelle. Ceci est dû au processus d'émission de la lumière. La lumière, elle est émise par train d'onde. Les trains d'onde, ils ont un petit peu cet aspect-là. Et lorsque un même point de la source va émettre des trains d'ondes successifs, eh bien, ils ne sont pas forcément en phase les uns avec les autres, ils ne sont pas forcément connectés. Donc on n'aura pas une onde qui est continue comme on l'a étudié précédemment. Donc si on veut réaliser des interférences lumineuses, eh bien, pour cela, on va utiliser la lumière laser, qui est d'abord monochromatique, donc on a bien une onde d'une seule fréquence unique, et elle a 2 propriétés, cette lumière laser, c'est elle a une cohérence spatiale, c'est-à-dire que tout point de l'onde ici perpendiculairement au faisceau est en phase, et elle a une cohérence temporelle qui est que l'émission ici est continue. Dans ce cas-là, on va pouvoir réaliser un montage comme celui-ci, alors qui est le montage, historique, le plus connu, hein, le montage avec les fentes Young, l'expérience des fentes Young, où on va placer 2 fentes l'une à côté de l'autre en projetant la lumière laser dessus. Dans ce cas-là, on aura l'équivalent de 2 nouvelles sources, S1 et S2, qui, proviennent de la même source initiale, donc qui gardent leur cohérence spatiale et temporelle quoi qu'il arrive. Et donc sur l'écran, on va pouvoir observer une figure d'interférence. Alors puisqu'on a des fentes qui généralement sont fines, on a également la figure de diffraction avec la tâche centrale et les tâches latérales. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur la tâche centrale, on va voir à présent eh bien, une alternance de franges colorées qui vont correspondre à des interférences constructives, comme ici, et des franges sombres qui vont correspondre à des interférences destructives. Alors, on va appeler l'interfrange petit i la distance entre deux franges sombres, ou bien la distance entre les milieux de deux franges colorées. Cette interfrange I, elle dépend de la longueur d'onde lambda du laser et surtout de la distance petit b qui existe entre les fentes ici, et également de la distance grand D à laquelle on a placé l'écran. Alors la relation, la voici, c'est I égale lambda fois grand D sur petit b, en exprimant toutes les grandeurs en mètres, puisque toutes ces grandeurs sont des distances. Alors, ce n'est pas une relation à connaître par cœur, elle sera, normalement donnée dans tous les sujets, mais il faut, simplement bien la comprendre, comprendre ce que sont les différents termes ici. Et donc, pour terminer, nous allons parler d'interférence en lumière blanche, puisque précédemment avec le laser, on était en interférence en lumière monochromatique. En lumière blanche, si on parvient à obtenir une figure d'interférence, eh bien, à nouveau, comme l'interfrange dépend de la longueur d'onde, eh bien, les largeurs des tâches va dépendre, de la longueur d'onde de la lumière, et donc on va observer des maxima et minima qui vont, être décalés au fur et à mesure qu'on se déplace par rapport à la tâche centrale. Donc ça, c'est la tâche centrale pour laquelle on a systématiquement un maximum. Donc puisqu'on a un mélange de toutes les radiations, on aura de la lumière blanche ici. On aura une première frange sombre qui va être presque, commune à l'ensemble des radiations ici. Mais quand on va se décaler, eh bien, au fur et à mesure, les maxima vont également se décaler. Donc on va avoir un premier maxima ici de la lumière violette et bleue, voilà. Après on a un mélange de plusieurs radiations, donc on a du blanc. Puis au fur et à mesure, le violet et le bleu ici disparaissent. Il va rester un mélange de vert, jaune et rouge qui va donner cette couleur ici. Et puis au fur et à mesure, ça va se mélanger progressivement. Et donc on aura une figure qui sera moins exploitable. Donc on va parler également d'irisation, comme pour la figure de diffraction.
Mais comme c'est obtenu par des interférences, on parlera surtout de couleurs interférentielles. C'est le terme à retenir. Alors ces couleurs interférentielles, elles peuvent s'observer par exemple avec une bulle de savon comme celle-ci. Voilà, donc là vous avez des couleurs interférentielles qui apparaissent. Également quand vous avez, une mince couche, d'huile, sur de l'eau, sur le sol, eh bien vous pouvez voir des couleurs interférentielles également. Alors pour quelles raisons? Ben, on parle d'interférence sur lame mince. Qu'est-ce qu'une lame mince? C'est une couche transparente d'épaisseur E très fine. Et donc dans ce cas-là, la lumière transmise ou réfléchie sur les différentes surfaces de séparation, eh bien, va interférer, les unes avec les autres. Vous avez ici l'exemple pour la bulle de savon, avec une lumière incidente qui arrive sur la surface de séparation, un premier faisceau petit 1 qui est réfléchi par cette surface, et le deuxième faisceau va pénétrer dans cette couche mince et être réfléchi par la deuxième surface de séparation et être transmise ici. Donc la différence, la distance entre les faisceaux 1 et 2 ici est extrêmement faible et au niveau de l'œil, il va y avoir interférence entre ces faisceaux 1 et 2. Alors la nature de l'interférence, constructive ou destructive, va dépendre de la longueur d'onde de la radiation, de l'épaisseur petit e de la couche mince, de l'angle d'incidence ici de l'arrivée de la lumière, et enfin de l'indice de réfraction petit n du matériau transparent, du liquide transparent qui est ici. Donc il n'y a pas de relation générale à connaître par cœur, mais à nouveau, s'il y a une relation, elle vous sera normalement donnée, ou alors il faudra étudier des données expérimentales. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue sur le phénomène d'interférence, en espérant que vous ayez maintenant bien compris le phénomène.